Bonne émission. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michel Vélin sur le plateau de Mon Quotidien TV. Donc Michel, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors Michel, vous avez un parcours tout à fait atypique. Vous avez été médecin généraliste, puis vous avez fait une spécialité, donc homéopathe, acupuncteur. Donc nous allons revenir sur votre parcours. Alors déjà, médecin. À quel âge avez-vous eu envie de franchir ce cap et d'aller vers cette profession ? Ma mémoire me dicte cet événement. J'ai eu le bonheur d'avoir une sœur de 11 mois, mon aînée. Et tandis qu'après chaque Noël, elle jouait avec mon mécano et mes voitures, moi je prenais ses poupées et je les soignais. Donc pour répondre à votre question, c'est cette anecdote que je retiendrai. Donc tout petit déjà, c'était prégnant. Oui. Voilà, donc c'est ce métier un petit peu sacerdotal, vous l'aviez déjà dans le sang, on va dire. Peut-être pas dans le sang, mais dans l'idée. Dans l'idée. Alors, votre parcours est un petit peu atypique, étant donné qu'en discutant avec vous, je me suis aperçue que vous aviez vécu, alors que vous étiez encore étudiant, que vous n'étiez pas encore médecin installé, une première mondiale. Alors, vous faites allusion, je pense, à la première expérience de PMA qui s'appelait l'enfant éprouvette, oui. Amandine, qui est née le 24 février 1982 de mémoire, où j'avais l'honneur d'être faisant fonction d'interne dans le service du professeur Papiernik et de Friedman, qui lui a succédé. Et je dois dire que ça a été pour moi une expérience professionnelle extraordinaire. Le bloc opératoire était tel ET, vous savez, l'environnement avec du plastique partout, etc. Et je dois dire que ça a été un moment très fort. Et donc vous avez eu quand même des mandarins justement dans ce parcours, hein, on appelle ça les fameux professeurs. Eu égard à mon grand âge, j'ai eu la chance d'avoir été formé par des médecins qu'on appelait jadis des mandarins, qui, loin des scanners, des PET scans et autres choses modernes, avait un sens clinique extraordinaire. Une anecdote, l'un des professeurs, dont le nom est le professeur Manigan, paix à sa mémoire, avait une façon très personnelle de faire les diagnostics. Il rentrait dans une salle et il sentait en disant « Maladie de Carlton ». Cette patiente a une urine caractéristique. Et il s'avère qu'après moultes examens, nous avions la certitude de son diagnostic. C'est ce genre de personnage que j'ai eu l'honneur de croiser. Oui, c'est une médecine vraiment à l'ancienne. Alors là, par l'odorat, mais je suppose qu'il y avait aussi l'observation. Bien sûr, hein. Bien sûr. Le sens clinique, l'examen du patient, l'écoute, c'est une chose dont j'ai été bercé au début de mes études médicales et qui m'a servi jusqu'à la fin de mon exercice, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Donc, au début, vous étiez médecin généraliste. Bien sûr, médecin généraliste. J'ai eu une expérience de médecine, je dirais, de base, puisque c'était des journées de 6 heures à minuit, sans compter les urgences de nuit, dans des banlieues très populaires, mais qui m'ont appris à observer et à apprécier souvent l'humanisme des gens. N'ayant pas le temps de déjeuner, il se trouvait qu'une famille de 8 à 10 personnes, très modeste, me forçait à m'asseoir et on ouvrait la petite soupière et on me mettait une petite assiette parce qu'elle savait que je n'avais pas mangé. Voilà ce genre de choses. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire une rencontre. C'est le professeur Sananès qui était un grand monsieur dans le domaine de l'homéopathie, car dans la technique, si vous voulez, de soins, la médecine générale, j'ai senti très vite qu'il y avait une certaine limite, parce que si vous voulez, le panel thérapeutique
qu'on nous offrait était assez limitée. Donc je me suis dit peut-être existe-t-il quelque chose d'autre. Et j'ai fait la rencontre avec ceci, c'est-à-dire les tubes d'homéopathie. Et on en parlera si vous en êtes d'accord tout à l'heure. C'est une approche particulière. Oui, on est sur de la médecine qui est plutôt considérée à part. C'est vraiment parallèle en fait. Alors, le terme de médecine parallèle, de médecine douce, de médecine alternative est là pour effectivement nous différencier de la médecine classique. Mais je tiens à dire avant toute chose que avant d'être homéopathe, nous devons être médecins. Et à ce titre, nous devons, avoir la rigueur thérapeutique et diagnostique, ne pas faire des diagnostics sans certitude, céder des éléments les plus récents dans le domaine diagnostique, que ce soit les examens de laboratoire ou l'imagerie, les radiographies, les échos, les scanners, les PET scans, etc. Donc, dire que c'est une médecine parallèle, je dirais que plutôt c'est une façon de soigner différente. D'accord. Qu'est-ce que cela apportait, vous, dans votre relation aux patients de différents? L'abord d'un patient en médecine homéopathique est avant tout une globalité. On perçoit le patient d'une façon globale. D'abord, ça se passe dans la salle d'attente, Frédéric. Un patient est dans la salle d'attente, on l'observe, sa façon dont il s'assoit, dont il est impatient, la façon dont il vous serre la main, la façon dont il s'assoit, c'est déjà pour nous un renseignement. Ensuite, il y a son histoire. Depuis quand, en même temps que quoi, voilà ce que nous sommes à la recherche des renseignements pour nous aider dans la démarche homéopathique. Donc, j'ai toujours, dans mon exercice, eu la démarche suivante. Premièrement, un diagnostic de la médecine classique, c'est-à-dire un diagnostic précis, quelle est la maladie, quels sont les traitements modernes que l'on peut utiliser, et si tant est que, comme souvent, on va dire, allez, 60% des maladies sont d'origine psychosomatique, y a-t-il une autre façon de soigner le patient pour ne pas lui nuire? Et ma maxime, c'est primum non nocere, ce qui signifie en latin, avant tout, ne pas nuire. Sous-entendu, ne pas donner une thérapeutique qui peut entraîner des méfaits. Donc, démarche rigueur diagnostique, démarche de vérification auprès d'experts éventuellement, demande de spécialistes ou d'examens complémentaires élaborés, et seulement en troisième partie, faire la stratégie thérapeutique, si tant est que l'homéopathie ou l'acupuncture que je pratiquais également n'est pas suffisant dans l'état actuel de nos connaissances, alors faire appel à la médecine classique dans un premier temps. D'accord. Voilà. Et donc, il y a quand même une autre donnée à prendre en considération avec les déremboursements par rapport à l'homéopathie. Oui, c'était un combat que nous avons mené. Il était injuste parce que, bon, je ne reprendrai pas, si vous voulez, la polémique, mais le coût de la médecine homéopathique comparé à la médecine classique ne valait pas la chandelle de ce geste qui était plus politique et un petit clin d'œil aux intérêts des grands laboratoires qu'autre chose. Je ne m'étendrai pas sur cela. Mais vous-même, est-ce qu'il y a des patients qui, du coup, reculaient par rapport à l'homéopathie que vous leur proposiez à cause de ce déremboursement? Le fait que la démarche homéopathique est une médecine un peu plus longue dans la durée de l'entretien, dans ces choses-là, faisait que les patients acceptaient de faire un sacrifice financier, car souvent les médecins homéopathes ont des honoraires supérieurs aux médecins classiques, avec tact et mesure, bien sûr, comme il nous est recommandé. Mais dans cette mesure-là, à partir du moment où la médecine traditionnelle n'a pas pu leur apporter satisfaction, eh bien, ces gens étaient d'accord pour faire ce sacrifice. Et le surcoût des médicaments non remboursés s'effaçait devant l'espoir d'une guérison. Et que pensez-vous des magasins de phytothérapie que l'on voit apparaître en ce moment? Eh bien, il en va, comme pour tout, de bon et de mauvais. Il y a des herboristeries qui sont
très élaborés et qui ont une antériorité suffisante pour être fiables. Et puis, il y a le business. Le business qui, bien sûr, fait que les substances qui sont proposées n'ont d'efficacité que leur prix et voilà. D'accord. Alors, revenons-en un petit peu à votre parcours, parce qu'il y a quand même des éléments assez intéressants à souligner. Donc, l'armée a été un moment pour vous assez important. Je savais que vous reviendriez là-dessus. Vous voulez que je vous parle de mon chien? Exactement. Bien. La plus grande rencontre de ma vie a été ma femme, dont vous connaissez le sobriquet. Voilà, donc Poussin. Poussin. Pourquoi Poussin? Tout simplement parce que lorsque j'étais étudiant, elle vivait en province, à Clermont-Ferrand, et rythmée par les trains à l'époque, qui mettaient beaucoup plus de temps qu'actuellement, mon épouse me donnait rendez-vous et moi j'étais à la fac en train de suivre des cours. Donc, quand je savais que le train arrivait, il fallait que je me dépêche pour aller la voir. À cette occasion, j'ai dit zut, j'ai oublié de lui offrir un cadeau. Je suis rentré dans le premier magasin et j'ai trouvé un petit poussin en pierre et je lui ai offert ça. Et depuis ce jour béni, eh bien, je prénomme ma bien-aimée Poussin. C'est resté. Bien, je clôture le chapitre là-dessus et j'en viens à l'armée puisque vous m'avez interrogé. Eh bien, Poussin m'a offert ma première chienne, car je rêvais d'avoir un chien, mes parents s'y étaient toujours opposés. Et ce petit chien m'a accompagné à l'armée. J'étais donc militaire, médecin au 501e régiment de chars de Rambouillet, et le chef de corps, hein, le colonel dont je ne me souviens plus le nom, je suis allé le voir, c'était un ancien de l'Algérie, vous savez, un type. Voilà. Je lui ai dit, mon colonel, je fais une demande exceptionnelle, puis-je venir faire l'armée avec mon chien? Avec votre chien, docteur? Oui, mais vous imaginez si tous mes soldats demandaient de venir avec leur chien? Alors j'ai deux solutions, docteur, quand je vous entends me demander ça. Ou bien vous vous fichez de moi, ou bien vous n'êtes pas normal. Étant donné que vous allez être le médecin de mon régiment, je vais prendre la première solution. Et j'accepte à titre exceptionnel que vous preniez votre chien à l'armée. Voilà. Et c'est ainsi que, à l'infirmerie de ce régiment, nous avons passé l'armée avec ce chien. Et donc, ça a modifié le rapport humain? Alors, vous savez, à l'armée, souvent, on est un peu méchant, on aime faire des blagues. Donc moi, j'avais mon petit caniche nain à côté de moi, et le colonel avait exigé qu'il ait un grade, car s'il était à l'infirmerie, il fallait qu'il ait un grade. Donc je lui avais mis un petit sigle de sergent-chef. Et donc les pauvres soldats qui venaient nouvellement au régiment, qui venaient me voir, alors ils saluaient, bien sûr, bonjour mon lieutenant. Et moi je lui dis, donc, vous avez oublié de saluer le sergent-chef. Mais mon lieutenant, c'est un chien. À l'armée, il n'y a pas de chien, il n'y a que des grades. Vous voyez un peu le genre de blague. Si vous me lancez là-dessus, Frédéric, on va y passer l'émission. Les animaux, ils travaillent dans la thérapie aussi. Vous vous en êtes servi de cette façon alors de vos animaux? J'ai eu la chance d'avoir des chefs de service qui étaient très compréhensifs. Je me pense en particulier à un service de soins palliatifs où nous avions des animaux domestiques pour un peu mettre de l'humanité. Et à ce propos, je vous rappelle que les chats ont une sensibilité particulière pour ressentir les situations tragiques de fin de vie. J'avais un patient que j'adorais et le chat du service est venu se blottir sur son lit. Et ça n'a pas manqué. Le lendemain matin, malheureusement, j'ai été obligé d'aller à son autopsie. Et vous-même, quand vous exerciez donc dans votre cabinet, puisqu'à un moment donné, vous vous êtes installé à Courbevoie, oui. C'est cela. Oui. Vos chiens venaient toujours avec vous? Mes chiens venaient avec moi. C'était très bien vécu, sauf une fois où j'ai eu l'honneur d'avoir un diplomate japonais qui est venu. Les Japonais sont très à cheval sur l'asepsie et sur la propreté. Et j'ai eu un coup de fil le lendemain de sa femme. Docteur, depuis que je suis allé chez vous, mon mari se gratte. Est-ce que vous êtes sûr que votre chien est correct? Je lui ai répondu la chose suivante. Madame, mon chien est traité et si votre mari se gratte,
je souhaiterais qu'il ne vienne plus à mon cabinet, car je pense qu'il pourrait transmettre des puces à mon chien. Fin de l'anecdote. Oh, vous êtes dur, hein, docteur? Non, je ne suis pas dur, j'ai un humour un peu sarcastique. Alors, pour en revenir donc à ce parcours, aujourd'hui vous êtes retraité et vous avez eu quelques moments plus compliqués dans votre vie qui vous ont fait voir justement la vie de façon différente. Oui, Frédéric. Oui. Je sais que vous-même, puisque nous avons bavardé, avez connu des situations difficiles. En mai 2008, j'ai, du fait de mon activité importante, eu un triple pontage coronarien qui m'a mis de l'autre côté, si vous voulez, de la barrière sur le plan du vécu. Et je dois dire que c'est une expérience qui, sur le plan philosophique, est très forte. Le temps très court, 2 minutes, entre votre lit et la salle d'opération, sur ce chariot avec ce brancardier qui a un petit mot gentil, vous fait défiler votre vie. Et je me suis promis, si je m'en sortais, de faire quelque chose. Et j'ai donc, à la suite d'une intervention réussie, proposé mes services au Resto du Cœur, où j'ai eu le bonheur d'être bénévole. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement au Resto du Cœur? J'ai servi la soupe, ma chère Frédéric, comme bénévole de base. Et bien sûr, je rendais des services médicaux en fonction des besoins des bénéficiaires, mais ça m'a encore apporté énormément sur le plan humain. Vous avez 2 minutes dans la chaîne de distribution entre le moment où un bénéficiaire arrive et où il s'en va avec le cabas plein. Et pendant ces 2 minutes, il vous faut essayer de tirer le meilleur pour leur apporter un petit soulagement. C'est un exercice que j'aimerais que chacun d'entre vous fasse. C'est-à-dire de prendre 2 minutes pour quelqu'un dans le besoin, pour essayer de lui apporter quelque chose. Et ça vous nourrit merveilleusement. Et vous avez eu un deuxième, on va dire, choc philosophique avec le confinement. Oui, alors nous en venons à ma fin d'exercice. Le confinement m'a permis d'avoir un luxe que rien ne pouvait m'apporter. C'est le luxe du temps qui passe et dont on se fiche. Cet instrument-là n'existe plus. Ranger des clous, observer les gens à une terrasse de café avec un regard un peu homéopathique et morphopsychologique. Tout ceci m'a permis de voir que des choses importantes étaient là. Les amis, la famille et surtout, revenons à Poussin, cette merveilleuse compagne qui a accompagné mon existence et qui s'est dévouée, qui était la championne du monde des plats réchauffés parce que j'arrivais toujours trop tard, la championne du monde des dîners annulés, l'impératrice des mots rassurants, eh bien, m'a permis enfin de vivre 24 heures sur 24 avec elle. Et ça a été un grand bonheur. Donc, coronavirus, je te remercie. Je suis peut-être un des seuls à te remercier. Je souhaite que tu partes très vite, mais merci de m'avoir fait connaître ceci. C'est vrai que c'est un message qu'on entend rarement, il faut le souligner. Je l'ai prononcé. Alors moi, j'aurais quand même une question pour finir, qui est sur l'évolution du métier de médecin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de déserts médicaux, on a la problématique du numerus clausus. Que pensez-vous de tout cela, vous maintenant qui avez un regard plutôt extérieur? La situation sanitaire de notre pays est préoccupante, Frédéric. Mais si j'avais, si vous voulez, des conseils à prodiguer aux jeunes médecins, je leur dirais que la rigueur dont j'ai parlé au début de notre entretien est la principale chose à avoir, et surtout une écoute. Une écoute, car les gens souffrent. Ils souffrent de beaucoup de choses, la situation planétaire, la situation économique, les maladies, les pandémies, etc. Et puis, il faut qu'ils s'entourent d'un réseau d'experts, et surtout le doute est une qualité en médecine. C'est-à-dire savoir demander une confirmation auprès d'un spécialiste ou d'un confrère. Enfin, de définir une stratégie thérapeutique
de façon à rassurer les patients et leur montrer que vous êtes le boss et que vous savez ce que vous faites. Bien évidemment, l'important, c'est que lorsqu'ils ferment la porte de votre cabinet, ils se sentent soulagés et pris en charge. Et ça, ce n'est pas un computer, un ordinateur qui peut le faire, c'est votre personnalité. Eh bien, écoutez, Michel, merci beaucoup pour ces quelques 20 minutes que nous avons passées ensemble. Là, je pense que nos spectateurs seront ravis d'avoir fait votre connaissance. Merci à vous, Frédéric. Vraiment un grand merci. Et puis, eh bien, écoutez, bon week-end à tous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Avant de rendre donc l'antenne, je remercie Léa au maquillage, Cyril à la réalisation, Jean-Sébastien d'Atoucam et enfin Patrice de Griffe Productions, nos deux producteurs. Au revoir et à très bientôt.